Bonsoir Lomé, bonsoir Abidjan, Bamako, N'Djamena, bonsoir à toute l'Afrique et bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et la voix du peuple sur Radio Avolete. Kokole, Tetintae, comme on le dit au Mali, Keleketanye. Au Togo, en cette année 2023, vont se dérouler les élections législatives et régionales. Mais la problématique de la transparence des élections continue d'alimenter les débats au sein des citoyens qui ont perdu toute confiance à la participation de l'opposition aux élections. Appauvri pour mieux les dompter, ce système utilisé par le pouvoir dictatorial de Faure Gnassingbé boit du petit lait quand certains analystes politiques prônent le boycott ou encore une révolution qui, depuis des années, tarde à se réaliser. 3xw.canalk.ch et 3xw.radioavolete.com. Et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis le mai en premier notre invité, Louis Athiogbe Rodolphe. Bonsoir. Bonsoir Sylvain et bonsoir tous les collègues. Louis Athiogbe est chef bureau de l'association Novation Internationale. Nous accueillons toujours au Togo, cette fois-ci très loin, à Kara, Ricardo Agouzou. Bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir à tous mes co-débatteurs. Ricardo Agouzou est conseiller municipal de la commune de Koza 1. Il est élu sur la liste indépendante de Koza Espoir. Il va nous dire ce que c'est que Koza Espoir plus tard. Ici, même dans la diaspora, on accueille en Suisse, à Genève, Varis Osoué. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous mes frères. Bonsoir Ricardo Agouzou. Varis Osoué est universitaire, il est président par intérim de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Nous accueillons toujours de la diaspora et cette fois-ci en France, depuis Mulhouse, Serge Duvon. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux Togolais, bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Serge Duvon est journaliste, citoyen togolais, ici même dans la diaspora. Il s'implique très souvent dans le combat panafricain également. Il n'oublie pas son pays, le Togo, étant même à l'étranger. Alors, on va parler maintenant justement de ce meeting de la coalition de 12 organisations de la société civile qui devrait se tenir ce samedi à Kassimé. Ce meeting a été interdit pour la deuxième fois donc par le commissaire divisionnaire de police de la ville de Lomé. Alors, Louis Rodolphe Athiogbe, justement, vous êtes chef de bureau de l'association Novation Internationale et c'est justement au nom de votre association que la demande du meeting a été introduite. Alors, Louis Athiogbe, comment réagissez-vous au motif du refus formulé par Kossi Dignefa à Tabou dans la lettre qui vous a adressée justement hier? Alors, je dirais tout de suite que c'est avec beaucoup d'étonnement. D'étonnement parce que M. Kossi Dignefa à Tabou est un commissaire divisionnaire de police. Je crois que c'est quelqu'un qui doit quand même avoir une maîtrise du droit. Et nous avions introduit notre demande en respectant toutes les conditions nécessaires. Au lieu de 72 heures, nous avions introduit la demande. On a soumis notre courrier. Déjà, ça fait déjà 2 semaines. Et depuis ces 2 semaines, ils n'ont rien trouvé à nous dire. Et nous sommes vraiment étonnés du fait que notre manifestation serait interdite. Sous quelle raison? On dit simplement que les organisations, la coalition LIDAO et le Front citoyen Togo Debout et d'autres associations qui s'allient donc à Novation Internationale ont produit un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est simplement la raison pour laquelle la manifestation est interdite. Mais écoutez, quand même un enfant qui n'a pas fait le droit, un enfant qui ne connaît rien de ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle le Togo, doit quand même se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi une telle interdiction? Un meeting auquel on appelle tout le peuple togolais, sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, sans distinction de sensibilité politique. Et on nous dit simplement qu'il y a eu des communiqués de soutien donc à ce meeting et rien qu'à cause de ça, ces organisations qui ont produit ces communiqués-là n'ont pas de base légale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est un communiqué qui a été récupéré sur les réseaux sociaux. On ne connaît même pas l'auteur de ce communiqué. Qui me dit que c'est un communiqué produit par quelqu'un, par les organisations précitées? Qui nous le dit? Quelles sont les preuves qui prouvent que c'est forcément eux? Et d'ailleurs, si c'est encore eux, je pose la question de savoir si quelqu'un a un meeting à faire sur un intérêt par rapport à un intérêt général. D'autres
qui se sent intéressé ne peut pas appeler à soutenir ce meeting-là? Ça, c'est la question à laquelle nous cherchons jusqu'alors des réponses qu'on ne trouve pas. Parce que ce genre de réponses, les trouver au Togo, c'est très compliqué. Donc voilà d'abord la première réaction du coup que nous avions eue hier quand nous avions reçu le courrier. En tout cas, j'espère que vous n'étiez pas étonné. C'était prévisible quand même, hein, Louis Atioubé. Puisque c'est la deuxième fois que ce meeting est interdit. Oui, d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, nos collègues de l'IDAO et du Front citoyen Togo Debout ont lancé l'appel, soutenu par nos organisations, bien sûr, ont lancé l'appel et qui a été rejeté par le préfet. Et par la suite, maintenant, les raisons qu'ils ont évoquées pour rejeter cette déclaration, nous nous sommes dit, nous sommes une organisation constituée, nous avons une base légale, nous avons nos récépissés, etc. Et nous sommes sur le terrain, nous travaillons, ils nous connaissent très bien. Alors pourquoi ne pas porter l'organisation de ce meeting? Et c'est en cela que nous nous sommes dit, il faut quand même introduire le courrier. On l'a introduit depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Je crois que non, tout le monde doit être étonné de cette. Ce n'est pas prévisible. Ce n'est pas prévisible dans la mesure où nous pensons que les raisons qui ont été évoquées c'est-à-dire pour l'interdiction de l'autre meeting. En tout cas, Atioubé, Louis, hein, si nous disons que ce n'était pas prévisible, c'est-à-dire, n'oublions pas que le Togo est une dictature. C'est pour ça qu'on dit est-ce que ce n'était pas prévisible? Oui, disons, c'est une dictature, mais quand même, il faut quand même essayer de respecter un certain nombre de choses. Tout à fait. Vous dites que je ne suis pas beau. Vous dites que je ne suis pas beau. C'est pourquoi vous ne me donnez pas votre fille. Et maintenant, on amène quelqu'un qui est beau. Et vous dites encore qu'il a des cheveux crépus. Et donc, c'est pour ça. Non, écoutez, quand même. On comprend votre indignation. Ça se respecte un peu. Tout à fait. Oui. Alors, une dictature, ça se respecte. Alors, Louis Atioubé, c'est la deuxième fois, je l'ai dit tantôt, que le meeting de la coalition des 12 associations de la société civile est interdit avec 2 motifs différents. Hein. Est-ce que cela met fin à votre initiative d'informer la population sur les malversations financières liées à l'audit de la Cour des comptes sur le dossier Covid? Non, parce que nous avons un objectif, c'est de pouvoir informer la population, de pouvoir informer l'opinion sur ce qui se passe réellement. Et tous ces éléments qui rentrent en jeu sont des éléments qui entravent le fonctionnement des organisations de la société civile. Nous ne sommes pas des partis politiques, nous sommes des organisations de la société civile. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous avons des actions prévues à mener dans les jours à venir. Déjà, nous prévoyons saisir la chambre administrative. Et après cela, nous allons encore relancer une nouvelle déclaration pour le week-end prochain pour tenir un autre meeting et en rectifiant peut-être ce qu'ils sont en train de dire. Et chercher même à les rencontrer, à échanger avec eux pour qu'ils puissent nous montrer dans les lois ce qui entrave ou bien ce qui les empêche de nous autoriser à tenir notre meeting. En fait, ce n'est même pas une autorisation, c'est une déclaration préalable. Nous déclarons que nous allons faire une telle manifestation. Maintenant, s'ils trouvent des entraves par rapport à l'organisation, bien la tenue de cette manifestation-là, c'est à eux de nous dire. On ne peut pas nous le dire à quelques heures. On ne peut pas nous le dire à quelques heures donc, du meeting. Ce n'est pas possible. Tout à fait. La diaspora partage également cette colère, cette indignation avec vous. Est-ce que vous avez aussi un message à passer à la diaspora par rapport à cette interdiction? Puisque la diaspora s'est bien impliquée, en salutations fraternelles à nos compatriotes de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, et également Pyramide. Louis Atioubé, rapidement, on va vous libérer en ligne depuis Lomé. Donc, du coup, ce samedi, donc, tout est calme, le meeting est interdit. Vous dites que l'action continue. Quel sera votre mot à l'endroit du peuple togolais par rapport à cette interdiction? Oui, je ne peux que dire merci d'abord à la diaspora togolaise pour tout ce qu'ils font et puis les exhorter à toujours soutenir nos actions parce que nous faisons beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, l'appel lancé, c'est qu'ils s'indignent aussi à nos côtés pour encore cette énième interdiction de la tenue de ce meeting. En tout cas, merci beaucoup. Louis Rodolphe Atioubé, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes chef bureau de l'association Novation Internationale. Bonsoir et bon courage à nous tous. À vous l'été. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Et nous sommes toujours sur le 3xW canalk.ch et Radio à vous l'été.
Varus Josue, vous aussi, vous êtes de la société civile, hein, et cette fois-ci au niveau de la diaspora, communauté des Togolais en Suisse, vous êtes le président par intérim. Vous venez d'écouter Louis Attiobé en ligne depuis Lomé. Et le motif, hein, il y a l'IDAO, Front Citoyen Togo Debout et autres associations pour le commissaire divisionnaire. Ces associations ne disposent pas de base juridique et régulière puisque Novation Internationale, dans un communiqué publié hier, selon le commissaire divisionnaire, ce communiqué circule sur les réseaux sociaux et Novation Internationale a associé notamment l'IDAO et Front Citoyen Togo Debout. Donc du coup, voilà, comme ces associations n'ont pas de base juridique et régulière, le meeting est interdit. Quelle est votre réaction, Varus Josue? Écoutez, merci beaucoup, Amos. La première des choses à remarquer, c'est que Novation Internationale, d'après les informations que moi j'ai reçues, c'est une des seules associations. Ils seraient deux à être acceptés, si j'ai bonne mémoire. Hein. Et donc, comme le dit le frère Attiobé, bon, ils étaient beaux, ils étaient beaux et on devrait les accepter, mais pour finir, ils ne sont pas acceptés. Donc, moi, disons une chose, hein, en règle générale, les règlements sont tels que les associations qui veulent faire des manifestations avertissent le ministère. Et comme on est dans un régime de déclaration, ils déclarent et ils devraient être acceptés. Il n'y a pas de raison pour que, en ce moment-ci, à partir du moment où on peut dire que il y a plus de Covid, il n'y a pas de danger, de violence, etc., on devrait accepter ces genres de manifestations. Et donc, moi, la première réaction, c'est de savoir, c'est de dire que, bon, je ne comprends pas, mais je devrais m'attendre à cela. Et je m'attendais à cela. C'est-à-dire que le régime est un régime dictatorial qui ne veut rien laisser. Mais Varus Josue, on nous fait comprendre également que, oui, tout à l'heure, lui, Attiobé l'a dit. Comment est-ce qu'on peut prouver que ce communiqué qui circule sur les réseaux dont parle le commissaire divisionnaire, on a l'information comme quoi que ce communiqué n'émane pas de Novation Internationale? Oui, alors, comment on peut savoir si ce communiqué ne demande pas de Novation Internationale, etc. Bon, ça c'est encore quelque chose à envisager, hein, et à penser. Parce qu'on est dans un régime qui peut produire les choses à tout moment. On est dans un régime qui a produit des signatures, excusez-moi de revenir à cela, des signatures de chefs d'État extérieurs au Togo, de chefs d'État à l'international, et qui auraient approuvé l'élection de Faure Gnassingbé. Excusez-moi de revenir à cela. Donc, il peut y avoir toujours, à tout moment, du faux dans les productions, que ce soit écrit ou autre, de ce régime-là. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas de critères pour déterminer si c'est du vrai, si c'est du faux, etc. Mais de toutes les façons, ça nous ramène à ceci. Qu'une association ait été acceptée ou pas, ait été rejetée ou pas, il faut revenir à la loi qui devrait les autoriser à se produire en manifestation. Sauf qu'au Togo, nous sommes dans une dictature. Alors, face à cette situation, Varus Josue, d'interdiction en interdiction, on ne sait pas quand on va accepter une manifestation de la société civile. Alors, que doit faire concrètement le Togolais lambda, qu'il soit au Togo comme de la diaspora? Amos, cette question-là est la question qu'on se posait depuis. On s'est toujours posé cette question-là. Et cette question-là est d'une ampleur internationale. Vous voyez, retenons ceci. Lorsque un gouvernement, un régime respecte bien les citoyens, il les accepte dans leurs droits. Et quand
leurs droits, les droits de ces citoyens-là sont bafoués, il n'y a un seul moyen pour ces citoyens-là de se manifester, de manifester leur colère. Et ce que fait ce régime-là, ça aboutit à quoi? Ce qu'ils rejettent, ce qu'ils refusent, c'est ce qui va arriver. Comme on le dit, c'est ce que tu fais qui va te faire. Hein? C'est ça. Vous refusez à des citoyens qui veulent manifester légitimement leur colère. Et vous voulez quoi pour finir? Ce qui va arriver, c'est que ces citoyens-là vont s'engager dans une violence qui va essaimer dans tout le pays et vous serez en situation d'incontrôle. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Et moi, je ne souhaite pas pour le Togo, je ne souhaite pas ça pour le Togo. Mais qu'on reconnaisse que c'est ce qui arrive toujours à des dictatures, que les citoyens soient aidés depuis l'extérieur ou pas, c'est ce qui va arriver au Togo si le régime en place ne s'agit pas. Alors, voilà ce que moi j'aurais à dire. Les citoyens vont s'organiser d'une façon où ils vont agir. Ils vont agir. Mais écoutez, le régime en place ne peut pas prétendre pouvoir contrôler tout. Mais lorsqu'un citoyen lambda agit ici, il y a un autre qui agit là-bas, vous ne pouvez pas. Et à l'ère technologique et électronique, vous ne pouvez pas contrôler tout. Alors, sagement, accepter que ces citoyens-là puissent manifester selon les lois. Ou alors, vous n'en avez pas du tout. Et que c'est la volonté du prince. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio À vous l'été. On va continuer maintenant avec le débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio À vous l'été. Alors, élections législatives. Les élections, selon beaucoup de Togolais, n'ont plus de sens, même sur le plan international, puisque la transparence pose problème. On va quand même rappeler quelques anomalies induites par le cadre électoral. Et justement, il y a la composition et le fonctionnement de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ainsi que des CELI, Commission électorale locale indépendante. Il y a également la composition et le fonctionnement des bureaux de vote facilitant les falsifications. Il y a aussi le soutien illicite et illégal apporté par les agents de l'administration publique sous l'autorité des ministères impliqués dans l'organisation des consultations. Si on continue, il y a également le code électoral archaïque et poussiéreux. Il y a la question du découpage inique et injuste. Alors, tout cela amène le peuple togolais ou des observateurs avisés à se poser beaucoup de questions sur les élections au Togo. Bientôt, on va nous dire on nous a encore volé au Fimilo. Et cette question fait débat. Ces temps-ci, on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour sensibiliser. Couteau donc à double tranchant. Est-ce que les réseaux sociaux permettent également de faire une lecture objective de la situation, bien de ce qu'on appelle le cas togolais? On en débat avec nos invités. D'abord, Ricardo Agouzou depuis Lomé au Togo. Rebonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et bonsoir à tous mes co-débatteurs. Merci quand même d'être avec nous en ligne depuis Kara. Alors, on a dit tantôt que vous êtes conseiller municipal de la COSA 1, mais vous êtes élu sur la liste indépendante de COSA Espoir. COSA Espoir, est-ce que c'est une association, Ricardo Agouzou? Non, pas du tout. COSA Espoir n'est pas une association, mais c'est une liste indépendante que nous avons constituée pour participer aux élections locales. Et donc, nous avons retenu comme slogan Togo et COSA Espoir. Et c'est ça que nous avons porté comme nom et pour participer à cette élection. Et si nous disons COSA Espoir, c'est parce que vous le savez, la COSA, c'est la ville natale du chef de l'État. Mais cette ville, personne ne peut l'envier. Et quand vous voyez les populations dans les situations qu'elles vivent, vous vous demandez, est-ce que réellement nous sommes chez le chef de l'État? Nous sommes arrivés aux élections, il fallait redonner de l'espoir aux populations et nous avons porté ce nom.
Tout à fait. On vient tout à l'heure de faire, ou bien de lister quelques anomalies induites par le cadre électoral. La liste, elle est longue. Hein? Donc, tout à l'heure, on parle d'élection. Hein? Vous voulez dire que oui, vous étiez élu. Ricardo Agouzou, que pensent concrètement les Togolais quand on parle d'élection au Togo? Oui, Sylvain Amos, je vais vous surprendre quand on parle des Togolais, il faut nuancer un peu. Il y a la population qui est à la base, il y a les leaders d'opinion, il y a les leaders des partis politiques, de la société civile. Quand on parle des Togolais, c'est des personnes qui n'attendent que l'exécution de ce qu'on demande au sommet de faire, notamment le gouvernement et les leaders des partis politiques. Maintenant, la question devrait être posée sur les leaders d'opinion, parfois qui alimentent le débat et qui sont au devant des discours politiques. Sinon, s'il faut aller au fond, voir les populations à la base, les populations ont toujours fait confiance aux personnes en qui elles croient, qui peuvent faire l'affaire. Et donc, c'est ça qui fait que lorsqu'il y a élection, au niveau de l'opposition, on peut brandir le boycott, mais à la fin, il y a des gens qui sortiront pour voter. Alors, je vais dire qu'aujourd'hui, le débat sur les élections revient au niveau des leaders d'opinion et de la société civile, parfois même les leaders des partis politiques qui se mélangent les pédales. Parce que quand on parle des élections, c'est une question qui se prépare juste après une nouvelle élection. Et donc, en réalité, ce débat que nous faisons aujourd'hui ne devait pas se poser après les élections législatives 2018. Où les partis politiques de l'opposition ont boycotté, l'analyse devait immédiatement se faire sur le bilan et les résultats obtenus après le boycott pour rapidement se fixer. Cela n'a pas été fait. En 2020, nous sommes allés aux élections, le débat n'est pas posé. Alors que nous avons boycotté une élection en 2018, nous sommes allés en 2022, 2023, le débat se repose. On a l'impression qu'au Togo, parfois nous faisons des choses sans être logiques, sans être honnêtes, sans être dans une perspective d'avenir qui doit être étudiée et anticipée. Voilà comment moi j'analyse les choses. Sinon, je suis sur le terrain actuellement et dans la masse, la population qui est à la base n'attend que qu'on déclenche la machine, elle sortira. Ceux qui se disent qu'ils n'iront pas seront aussi étonnés que malgré en 2018 le boycott à la majorité absolue, aujourd'hui les gens sont au Parlement. Voilà un peu comment moi je vois les choses. En tout cas, voilà comment moi je vois les choses. Hein. Donc, Ricardo Agouzou, ça c'est votre opinion, mais pour beaucoup de Togolais également, les élections n'ont plus de sens au Togo. Aller ou ne pas aller, le débat est posé. On va voir la réaction de Serge Djouvon, qui est journaliste d'ailleurs dans la diaspora, à ligne depuis Mulhouse en France. Serge Djouvon, rebonsoir. Rebonsoir Amos, rebonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir au peuple togolais. Alors, le débat se pose aujourd'hui sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, sans langue de bois. Alors, y aller ou ne pas y aller, pourquoi, selon vous, en tant que journaliste, des Togolais font encore ce vieux débat, on le répète, ce vieux débat, on ne doit pas aller à ces élections puisque les élections sont pipées d'avance, sont gagnées d'avance par le pouvoir dictatorial. Serge Djouvon. Alors, c'est bien Amos, mon confrère, je ne vais pas répondre en tant qu'homme de médias ni journaliste, je vais répondre en tant que Togolais, pas Togolais vivant à l'extérieur, mais Togolais. Voilà. Je partage de fond en comble l'analyse de monsieur Ricardo Agouzou. Je pense que tout ce qu'il a dit, je ne peux que rajouter une petite chose. Et moi, je vais redescendre un petit peu l'escalier du temps pour pouvoir me focaliser justement en 1925, au lendemain de l'échec de la conférence de désarmement. Souvenez-vous que au niveau de Agome-Kouchoupa et autres, il s'était agi entre-temps que l'on passe à un vote, d'accord, pour voir ceux qui sont pour l'amitié Togo-allemande. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce que justement, il y avait eu une communication qui a été faite depuis le Ghana. Les Togolais d'Agome Tchoukouta disaient non, écoutez, on sait d'avance qu'on nous a gagné, on ne veut pas participer à cela. Quand vous voyez
En 1946, l'Union française, nous avions eu la même chose. En 1956, avec la loi cadre de Gaston Defferre, nous avons eu la même chose. C'est tout comme si la renonciation aux élections est gravée sur le chromosome du Togolais. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, sincèrement, ça ne m'étonne pas. Dire qu'on nous a volé, qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher le vol? Ça, c'est un. De deux, chez moi, à Gonivé, on dit souvent que quand tu dors avec ta femme, entre griffes, vous avez compris ce que je voudrais dire, et qu'il y a toujours de fausses couches, ça ne t'empêchera pas de t'approcher encore de ta femme. Il faut toujours faire des tentatives jusqu'à ce que une puisse porter ses fruits. Dire qu'on ne veut pas aller aux élections, qu'est-ce que nous avons pour substituer les élections? On n'a rien du tout. Quand vous écoutez aujourd'hui les Togolais sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas s'ils s'entendent eux-mêmes parler, oui, il faut une révolution. Mais une révolution, ça ne s'écrit pas, ça ne se décrète pas. Ça, c'est un. Mais qui va faire la révolution contre qui? Le Togo est une nation. Aujourd'hui, nous constituons tout un mélange, c'est tout un melting pot. Où tu verras les gens du Sud se marier avec les filles du Nord. Les filles du Nord se marier avec les gars du Sud. On est complètement mélangés. Si c'était encore dans les années 60, je comprendrais. Mais aujourd'hui, parler de révolution, parler de soulèvement, contre qui? Non. Donc, moi, je pense que le temps est venu à ce que les partis politiques de l'opposition s'organisent de façon minutieuse et réfléchie. Minutieuse parce que, justement, comme le disait mon frère Ricardo, on nous saura entendre jusqu'à la veille des échéances électorales avant de commencer par vociférer. Non. Une élection, ça se prépare juste au lendemain d'une autre. Par exemple, les élections de 2020, auxquelles nous avions participé, nous savons qu'il y avait eu trop de cafouillage. Mais ça ne nous empêche pas. Ça n'a pas empêché l'opposition, ça n'a pas empêché le peuple togolais de se préparer à l'échéance de 2023. Vous voyez, sachant bien entendu qu'en 2018, nous avons boycotté des élections qui nous ont coûté très cher. Déjà, on devait commencer par réfléchir et dire comment est-ce que nous pouvons participer à ces élections-là. Nous savons que, bien entendu, le code électoral n'a pas été révisé, le cadre, on connaît tout ça. Mais est-ce que cela a été révisé avant les élections de 2007? Non. Nous avons eu en août 2006 l'accord de Ouaga, et c'est au nom de cet accord que nous étions partis aux élections. Il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, des réformes qui ont été effectuées, bien entendu, mais nous étions partis. En 2013, est-ce qu'il y avait eu des élections? Est-ce qu'il y avait eu des réformes? Non. Mais nous étions partis tout de même, en nous rappelant, bien entendu, qu'en 2002, nous avions commis une erreur gravissime qui nous a coûté très cher, qui nous a coûté les yeux de la tête. Et donc, l'erreur, déjà, quand tu la commets, répéter la même erreur, c'est gravissime. Et c'est diabolique. Alors, je ne sais pas pourquoi les journalistes des réseaux sociaux, les activistes des réseaux sociaux veulent empêcher les partis politiques à se positionner et à appeler la population à aller voter. Donc, moi, je partage de fond en comble la vision de mon frère Ricardo, qui dit qu'il faudrait à ce qu'on se prépare rapidement pour pouvoir appeler la population au vote. Parce que justement, si l'opinion de l'opposition togolaise refuse d'aller aux élections, n'oublions pas que le parti au pouvoir a aussi ses militants et sympathisants qui iront aux élections. Parce que justement, lorsque l'opposition va crier, nous n'allons pas aux élections, le pouvoir demandera à ses activistes, à ses membres et sympathisants d'aller voter. Donc, à qui va coûter l'erreur? Ce serait à nous. D'accord. Avant de donner la parole à Varis Sossué, qui vous écoute très attentivement, je vais redonner la parole à Ricardo Agouzo, qui nous accompagne dans ce débat citoyen, d'ailleurs, en ligne depuis Kara, au nord du Togo. Alors, Ricardo Agouzo, tout à l'heure, on voit tout de suite que vous êtes pour les élections. Pourtant, sans langue de bois, nous sommes très loin du pays, mais... on a de la famille, les gens se disent un petit peu découragés d'aller voter, et puisque aucune élection sur le fond, ou bien s'il faut qu'on dise la vérité, ce pouvoir n'a jamais gagné une élection, mais c'est le contraire qui se passe. Donc le rapport de force, dira-t-on, le peuple ne l'a jamais eu, ou soit on a volé ce rapport de force au peuple togolais. Donc les gens sont un petit peu fatigués d'aller tout le temps aux urnes pour toutefois les mêmes raisons, on nous a volé. Alors comment donner confiance à ce peuple togolais? Comment réorganiser ces élections? C'est la question que se pose beaucoup de Togolais. Ricardo Agouzo.
Oui, Amos, vous venez de dire qu'on nous vole les élections, le pouvoir n'a jamais gagné. Vous savez, il ne faut pas qu'on dise une chose de son contraire au niveau de l'opposition. Si le pouvoir n'a jamais gagné, pourquoi nous disons que le jeu est déjà bipé d'avance? Que le pouvoir a déjà les stratégies pour gagner les élections? Nous les avons toujours gagnées. La question de la récupération du pouvoir reste un autre débat. Et donc, mon confrère a déjà posé la question, que faisons-nous pour contrecarrer le vol? C'est une question à laquelle nous devrions répondre. Une opposition qui crie toujours au vol, qui continue par crier au vol, finalement, ne fera plus l'affaire. On ne pourra plus compter sur cette opposition. On parlera plutôt d'une incapacité pour cette opposition d'arriver à bout du régime. Maintenant, je voudrais qu'on ait une analyse intellectuelle. Comme mon confrère a dit, il faut qu'on laisse les réseaux sociaux s'agiter. Il y a plusieurs types d'élections et à chaque élection, sa stratégie. Et déjà, quand on parle d'une élection législative, d'une élection locale, on a déjà les chances d'une victoire et les chances de l'échec dans plusieurs localités. Je veux qu'on soit clair. Je veux qu'on soit clair. Oui. Ricardo Agouzou, quelle est la différence entre les élections législatives et une élection présidentielle? Ce que je veux vous dire, vous voyez une opposition qui accepte de participer à une élection présidentielle où on n'a qu'un seul siège face à un régime dictatorial qui a tous les moyens possibles de l'État, de l'armée et toutes les richesses du pays. Et en face de ce même régime, vous voulez aller à une élection législative où vous allez voir des hommes de l'opposition qui dirigent déjà des mairies. Ça voudrait dire qu'ils ont à leur avantage le suffrage pour pouvoir arracher un siège pour les législatives. Et c'est en ce moment que cette même opposition qui a participé aux élections pour affronter un seul siège refuse à l'opposition d'aller chercher des sièges pour être à l'Assemblée nationale. Où est la cohérence dans tout ce que nous disons? Je vais aller direct. En 2018, lorsque l'opposition était coalisée pour affronter le régime, le MPDD d'Agbaïme Kodjo était allé aux élections législatives. En 2020, c'est lui que la coalition DMK a porté aux élections en 2020. Et en 2023, c'est le même qui revient demander aux gens de ne pas participer aux élections. C'est extrêmement dangereux. Je reviens sur le PNP qui organisait les élections ici au Togo. Je l'ai dit, en 2017, le PNP organisait les élections avec des listes électorales, avec des candidats. Et donc, c'est à travers les mouvements que l'élection a été repoussée jusqu'en 2018. Le PNP a envoyé un membre à la CENI qui devrait siéger au nom de Gefenou Rindim, le trésorier. Et c'est après le départ de Tiki Achadam qu'on entend un discours contre les élections. Et on parle aujourd'hui d'une révolution. Quand vous voyez tout ceci, vous comprenez que les gens ne sont plus dans une dynamique de changement. C'est une lutte de personnes que les gens font. Et nous devons le dire clairement. Et ces personnes sont soutenues par les autres qui ne font que des calculs de personnes. Ricardo Agouzou, d'où vous détenez toutes ces informations que Tiki organisait, se préparait à participer aux élections avant de fuir entre guillemets le Togo? Mais j'étais responsable de PNP dans la COSA. Nous avions une pression pour organiser ces élections avant même cette histoire de 2017, 19 ou 2017. Tous les discours qui a commencé, nous étions en train de préparer des candidats. Je me rappelle que j'avais la pression pour constituer ma liste. Ce que je vous dis, c'est des réalités. Si je mens, on peut me démentir. Alors, aujourd'hui, on peut dire à ceux qui ne savent pas ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui, mais moi, je sais exactement ce qui se passait. Est-ce que le PNP a envoyé Mamra à la CENI, oui ou non? C'était face au régime. Tous ceux qui parlent de la révolution, c'est des partis politiques. Est-ce qu'on crée un parti politique dans un régime dictatorial pour ne pas aller aux élections? C'est de faux fiants. Je voudrais qu'on revienne sur la question que vous m'avez posée. Comment faire pour donner la confiance au peuple? C'est à travers le discours. Lorsqu'on sait qu'on est parti politique,
C'est qu'on veut accéder au pouvoir à travers les élections. Et on les prépare d'avance. Tous les jours, les activités d'un parti politique, c'est de préparer les gens pour pouvoir lui donner le suffrage. Ricardo Agouzou, vous êtes au Togo à Kara. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le peuple est désabusé, démobilisé pour qu'on lui parle d'élection? Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer parce que le peuple a toujours voté pour l'opposition qui a gagné. Je ne peux pas l'affirmer. Mais l'organisation pour récupérer sa victoire, c'est ça qui manque à l'opposition. Je vous donne un exemple. Même la DMK qui a toujours crié au vol, la DMK n'avait pas présenté les membres du bureau de vote à Lomé. À minuit, quand j'étais à Kara, en 2020, j'étais dans le village du chef de l'État à Pia pour récupérer les PV et les convoyer à Lomé. Dans quel objectif? Pensant que nous devions récupérer tous les PV et proclamer les résultats. Quelle a été ma surprise de savoir que tout le travail que j'ai fait dans la COSA ici avec tous les risques, les gens ne l'ont pas fait à Lomé. Moi, je suis élu ici en tant que conseiller. Je n'ai pas eu les moyens pour couvrir tous mes bureaux de vote. Mais le peu de choses que j'ai fait dans le bureau de vote, je peux vous assurer que mes éléments ont sécurisé le vote. Et j'avais déclaré que les résultats que j'avais, si je n'ai pas un siège, ça veut dire que ça va être compliqué dans la commune COSA 1, parce que j'ai mes résultats, le peu que j'ai. C'est comme ça qu'une opposition doit se préparer. Quelle opposition au Togo vous avez vu préparer une élection sur 5 années, sur 3 années, sur 2 années? C'est peut-être à la veille qu'on alimente ce débat, nous-mêmes nous démobilisons le peuple et à la fin on va à la va-vite, on revient, on crie qu'on nous a volé. Et regardez ce qui se passe au niveau de la DMK. Ce qui se passe au niveau de la DMK, c'est quoi? Après les élections de 2020, le pouvoir, à travers les sollicitations, a créé ce qu'on appelle le CNAP. Ces partis politiques de la DMK ont refusé que normalement le dialogue devait se faire entre eux et le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est eux qui courent pour aller aux élections. Tout ce qui a été décidé sans eux, ils iront subir. C'est comme ça que l'opposition se comporte toujours. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Sur le terrain, quand vous vous approchez aux populations, ils vous disent clairement, nous n'allons pas continuer par vous faire confiance et à la dernière minute, vous nous désorientez. L'échec en 2018 est toujours mémorable dans la mémoire des populations. C'était une trahison en 2018 parce que le peuple nous a donné son soutien et pensait qu'on devrait écraser ce pouvoir pour les législatives. Mais par quelle erreur nous ne sommes pas allés. Et aujourd'hui, toutes les conséquences sont là. Vous voyez comment on mélange les sociétés civiles aujourd'hui, la coalition leader et tout cela. C'est parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. On a laissé les gens charcuter des lois. Et dans ces conditions, un peuple qui doit avoir une mémoire fraîche pour connaître son histoire et se relancer, va toujours rester à parler, il faut aller, il ne faut pas aller. Monsieur Amos, je vais vous étonner. Ce débat, aller ou ne pas aller, est caduque. Pour moi, il est temps de commencer par se préparer pour aller à ces élections. En tout cas, c'est votre opinion. On a compris. Hein? On va relancer maintenant Serge Duvon. Hein? Varus se attend toujours. Je sais qu'il vous suit attentivement. Alors, Serge Duvon, tantôt, je vous ai entendu parler, ou bien, oui, doigté, ou bien accusé, entre guillemets, que ceux qui proposent une révolution hein, ne font rien. Alors que bon, il y a des gens qui ont proposé quand même comment réorganiser le peuple sur le plan révolutionnaire, sauf que peut-être ils n'ont pas eu de soutien. Maintenant, vous pensez qu'on doit toujours participer à ces élections, mais comment ou dans quelles conditions devait-on préparer ces élections, puisque Ricardo Agouzou l'a dit tout à l'heure, pour obtenir de meilleures garanties de transparence du processus électoral pour une vérité des urnes? Serge Duvon. Mon frère Amos, je l'avais déjà dit dès l'entame de cette émission que, en fait, une révolution, ça se prépare, ça ne se décrète pas. Ça, c'est un. Deuxième point, aucun parti politique légalement constitué ne saura appeler une population à une révolte, à une révolution. S'il doit y avoir révolution, il doit y avoir soit une révolution de mentalité, parce que lorsque nous parlons de révolution, la définition, c'est un changement. D'accord? Donc, soit nous changeons de mentalité, ne pas vouloir manger ici et aller voter là. Ça aussi, c'est une première révolution. Deuxième révolution, être constant. Ne pas toujours changer notre fusil d'épaule. Troisième révolution, ne pas se dresser les uns contre les autres pour un problème de leadership.
Mon frère Ricardo a dit quelque chose de très pertinent que je vais reprendre. Le fait que parfois, il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. Le fait que parfois l'opposition n'a pas ses représentants dans les bureaux de vote constitue pour nous et constitue pour l'opposition un problème très grave. C'est ça notre premier échec. Le deuxième échec, c'est que l'opposition ou bien les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote n'arrivent pas à conserver les résultats et à transmettre les résultats à temps. Pourquoi? Parce que justement, l'opposition n'a pas les moyens financiers adéquats pour pouvoir permettre à ses représentants de ramener les résultats, ou bien de transporter les résultats, ou bien d'envoyer les résultats aux quartiers généraux. Quatrième point, le fait de dire toujours on nous a volé, ça démobilise. Il faudra qu'on se dise la vérité. On nous a volé, mais qu'est-ce que nous faisons pour empêcher le vol? Nous-mêmes, nous laissons le boulevard. Je n'en veux pour preuve. Nous accusons nos leaders que c'est des corrompus. Et pourtant, pendant les élections, lors des campagnes électorales, vous allez voir dans les fiefs même de l'opposition, des jeunes à l'âge de voter qui sont sur les toits des bus en train de crier Fonia Simbe, tu leur poses la question, pourquoi vous faites ça? Ils disent non, en fait, nous, on veut prendre de l'argent là-bas, mais nous allons voter pour l'opposition. Les premiers corrompus, ce n'est pas les leaders politiques, c'est nous, les populations. Quand Fonia Simbe appelle pour distribuer de l'argent, on dit c'est l'argent du peuple, on veut le prendre. Les premiers corrompus, c'est nous. Quand on dit non, on dit non. Vous voyez? Bien. Maintenant, moi, je dis ceci. Pour pouvoir arriver à vaincre Fonia Simbe, il faudrait que nous commencions déjà le travail de fourmi. Les porte-à-porte, savoir dialoguer, former ceux qui vont aller porter la communication de masse aux populations, former ceux qui vont faire la communication interpersonnelle, préparer les gens à répondre aux inquiétudes des populations, rassurer la population que, en tout cas, on a perdu la guerre et non la bataille, et que le combat se poursuit. C'est ces discours-là que les peuples ont tenus pendant longtemps. Nous n'en voulons pour preuve l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui que nous pouvons citer. D'accord? Donc, on ne peut pas rester là à tourner sur place comme un tourbillon en disant on est fatigué. Si on est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? On est fatigué, donc on va se laisser le RPT unir, aller aux élections seuls, comme ce que nous avons fait en 2018. Mais non, arrêtons. Monsieur Ricardo a dit quelque chose de très pertinent. Regardez ce qui s'est passé en 2020. Déjà, dès la veille des élections, la façon dont nous nous sommes torpillés, nous avons fait déjà couler le navire avant de le mettre à l'eau. Comment voulez-vous qu'une opposition désorganisée de telle sorte puisse gagner les élections? Jamais. Jamais. C'est nous qui désabusons les populations. C'est nous qui faisons de mauvaises communications aux populations. Non, on nous a déjà gagné, on ne pourra pas faire ceci, on ne pourra pas faire cela. Mais lorsqu'on fait ce qu'on appelle la communication négative, ça ne peut que impacter négativement les populations. Rassurons nos populations, dites-leur que ici c'est des élections. Serge Duvon, vous parlez de nous. Vous parlez de nous. Moi, Amos Sylvain, je ne l'ai jamais fait. Et je ne pense pas que toi aussi tu l'as fait, mais qui l'ont fait? Qui démobilise? Amos, écoute-moi, si je parle de nous, nous devons reconnaître que nous, au niveau de la diaspora, nous avons concouru de façon négative à tout ce qui se passe au Togo. En quoi faisant? C'est nous qui tenons, oui, reconnaissons-le. Moi, je l'avoue que nous, au sein de la diaspora, nous avons fait de mauvaises communications en ce qui est, n'est-ce pas, de l'organisation des élections dans notre pays. C'est nous qui tirons à balles réelles, à balles rouges sur les leaders politiques. C'est nous qui tirons sur nos partisans en disant tel a fait ceci, tel. Et bien que nous n'ayons pas les preuves tangibles de ce que nous avançons. D'accord? Pascal disait, vérité en deçà des Pyrénées, erreur de là. Arrivons à prouver la preuve de notre preuve. On n'a pas de preuves, mais c'est nous qui tenons toujours des discours creux, des discours vides, des discours qui n'ont ni queue ni tête, mais c'est nous qui voulons convaincre les autres à faire ceci, à faire cela. Si l'opposition a boycotté les élections de 2018, c'est à cause de la diaspora. C'est nous qui faisons pression sur les leaders en disant que quelqu'un qui va participer à cette élection est un traître. Chacun veut être blanc,
devant l'opinion nationale et internationale, ils ont refusé d'aller aux élections. Mais c'est quoi ce comportement? D'accord. Aujourd'hui, on doit changer de fusil d'épaule, on doit changer de paradigme, on doit changer de discours. On en vient. On doit aller aux élections. Tout à fait. Maintenant, je vais relancer Varé Sossoé qui vous a suivi pendant une vingtaine de minutes. Et vous et Ricardo Gouzou depuis Kara, au fin fond au nord du Togo. Alors, Varé Sossoé, je rappelle que vous êtes universitaire et président par intérim de CTS, Communauté des Togolais ici, même en Suisse. Alors, quelle est votre analyse? Vous suivez aussi ces débats, ce vieux débat d'ailleurs. Aller ou ne pas aller aux élections. Nous voulons la révolution que les élections. Ceux qui iront à ces élections sont des taupes, sont des traîtres. Alors, nanana, donc des blablabla, des gnadoués sur les réseaux sociaux. Alors, après avoir suivi ces deux invités, quelle est votre réaction, Varé Sossoé? Écoutez, Amos, moi, je vais aller tout droit au but. Ricardo Gouzou a dit une chose, le problème le plus grave au pays, au Togo, c'est la récupération du pouvoir. Et toutes les expériences que nous avions vécues montrent bien cela. Si aujourd'hui, on nous présente un tableau où c'est la diaspora qui fait échouer les élections au Togo, la victoire au Togo, je m'inscris en faux par rapport à cela. Et donc, en faux par rapport au discours du dernier intervenant. Je me demande pourquoi on doit accuser la diaspora s'il y a des partis politiques qui peuvent librement aller aux élections ou bien refuser d'y aller. Et qui connaissent bien leur fonction, leur mission. Voilà. Donc, on ne peut pas accuser la diaspora de bloquer la voie, d'empêcher les partis politiques à y aller. Le vrai problème au Togo, c'est la récupération du pouvoir. Et 20 février, enfin, les dernières élections présidentielle, pour ne pas me tromper dans la datation, montre bien ce dont il s'agit au Togo. D'accord. Avant de continuer, Varé Sossoé, je ne vous coupe pas, vous allez continuer, ne vous en faites pas. Je vais devoir relancer Serge Djouvon parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il affirme que c'est la diaspora qui a aussi démotivé justement l'opposition, ou bien qui a mis la pression sur l'opposition de ne pas, de boycotter entre guillemets les élections législatives de 2018. Serge Djouvon. Oui, je suis pas d'accord avec ce que dit mon frère, l'universitaire. Il doit vraiment comprendre la réalité des choses. D'accord? Dire que la diaspora n'a pas joué un rôle négatif, c'est voir le ciel en disant que c'est la terre. Soyons factuels, concrètement. Quelle information vous avez? Je suis factuel, je suis journaliste, je suis factuel. Nous avons aujourd'hui les audios. Nous avons des preuves tangibles où les gens ont appelé les populations à aller à l'encontre de ceux-là qui auraient décidé ou bien qui décideront d'aller aux élections. Parce que justement, nous n'avons pas une parité au niveau de la CENI. Vous vous souvenez, je ne vais pas citer de nom ici. Et je ne veux pas que mon frère Sossoé ne reconnaisse pas cette réalité-là. Est-ce que je peux réagir? Mais est-ce que je peux terminer? Oui, termine d'abord. Après, je donne la parole à Varé Sossoé. Nous avons ici dans la diaspora appelé les partis politiques, surtout les leaders, en leur faisant pression, en leur demandant de ne pas aller aux élections. Chacun avait peur. D'ailleurs, il y avait un titre. Il y avait un titre d'un journal, je vais citer, Gare aux traîtres, ou bien Malheur aux traîtres. Et les gens ont récupéré ce titre qui dit autre chose pour pouvoir faire pression sur les leaders politiques. Les leaders politiques appelaient à ce moment-là à l'organisation des élections, à se préparer pour aller aux élections. Mais c'est nous qui avons appelé. Nous avons fait une mauvaise communication et la population aussi nous ont écoutés. Pourquoi? Parce que justement, sachons-le que lorsque les gens de la diaspora parlent, on prend nos interventions comme des vérités d'évangile. D'accord, c'est la diaspora, ils sont plus informés que nous, ainsi de suite. Donc, je voudrais que ce soit reconnaisse que nous, de la diaspora, nous avons joué un mauvais rôle
n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que en tout cas, on peut pas aussi mélanger tout le monde dans un même panier. C'est ce que veut insinuer Varus Josué. Nous faisons une mauvaise communication. D'accord. Il faut le reconnaître. D'accord, merci. Je ne pense pas qu'on peut mélanger tout le monde dans un même panier au niveau de la diaspora. C'est ce que voulait insinuer Varus Josué. Je ne dis pas, au niveau de la diaspora, nous sommes nombreux à avoir fait ça. D'accord. Varus Josué, allez-y, réagissez. Récupération du pouvoir. Récupération des voix des élections, des voix du scrutin. Voilà le problème central que le Togo affronte à toutes les élections, que ce soit les mineurs ou les majeurs. Et ça, tout le monde le sait. Donc, qu'on nous dise maintenant, c'est la diaspora qui fait ci, la diaspora. Non, bon, écoutez, je ne veux pas entrer dans cette discussion-là. D'accord. Le problème majeur, c'est comment récupérer le pouvoir. Et on est acculé à cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aller ou bien ne pas aller. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce que moi je pose comme, possibilité, comme je vous comprends, je ne vous coupe pas, je vous comprends très bien. Hein. Je viens de dire tantôt qu'on ne peut pas mélanger ou bien qu'on ne doit pas mélanger tout le monde dans un même panier. Mais reconnaissons également, hein, et on a aussi des preuves, hein, même contre Radio à volonté, les gens ont lancé des invectives contre nous. Donc, vous comprenez que la diaspora, quand même, la diaspora aussi joue quand même. Certaines personnes aussi de la diaspora font quand même. Je ne suis pas d'accord. Ils réagissent mal. Excuse-moi. Je vais vous donner une preuve. Attendez, laissez Varus. Allez-y, Varus. Amos, soit on accepte qu'on est un parti politique, qu'on doit aller à des élections et personne de l'extérieur ne doit nous imposer quoi que ce soit. Hein? Soit on comprend que on est à la solde des puissances ou bien de ne sais pas quoi, d'une diaspora qui est à l'extérieur et que nous sommes en tant que parti politique faible. Nous ne pouvons rien faire. Mais ça, attendez. D'accord, j'ai compris. On va calmer le jeu. Je vais laisser plutôt maintenant réagir à Ricardo Agouzou. Depuis un certain temps, il voulait réagir. Ricardo Agouzou. Amos, je voudrais donner quelques témoignages en tant qu'homme de terrain au Togo, au pays. Et Monsieur Sossoé, eh bien, je prononce mal le nom. Je voudrais vous rassurer que ce que dit mon confrère de l'autre côté, sinon votre compatriote, n'est pas totalement faux. Peut-être que vous le comprenez mal. Vous savez, en 2017, avec le mouvement de Tipi, la force venait de la diaspora. Avec la C14, les orientations, je peux peser mon mot et le dire plus haut, venaient de la diaspora. Le boycott a commencé au niveau de la diaspora. Jusqu'à ce qu'on arrive au mot empêcher les élections. Donc, en ce temps, Ricardo, il faut qu'on soit clair. En ce temps, vous militez au sein du PNP. J'étais dans le PNP. D'accord. J'étais au Front citoyen Togo debout. Je sais de quoi il est question. Nous avons frotté la C14. La dernière décision de participer ou pas était revenue au Front citoyen Togo debout où j'étais. Nous avons pris la décision. Je sais de quoi je parle aujourd'hui. En 2019, le boycott ou la participation de certains partis politiques, l'appel est venu également de la diaspora. Et moi, je m'étais entêté à aller à ces élections. Je vous donne un témoignage. Vous comprenez qu'il y avait au niveau de la diaspora un groupe WhatsApp organisé où on a financé des jeunes sur le terrain et partout où je passe pour faire la campagne, ils faisaient la contre-campagne et ils étaient payés. Après 2019, j'ai rendu ce témoignage sur Radio Avleté. Aviez-vous gagné? Écoutez, aviez-vous gagné? Pardon?
Avions-nous gagné en 2010, en 2005 d'ailleurs, en 2010, en 2015, en 2020? Avions-nous gagné? Attendez. Radicalement, c'est celui de la On peut pas parler, tout le monde ne peut pas, attendez, tout le monde ne peut pas parler à la fois. Attendez, laissez Ricardo Agouzou faire son témoignage, parce que c'est fort. Ricardo Agouzou, rappelons-le également, un collaborateur de Radio Avoleté. On a quand même cette confiance mutuelle en matière de communication. Je ne pense pas qu'il va, il est en train de mentir. Je comprends, mais il faut aller... Monsieur Varis, je voudrais vous dire que là où je suis parfaitement d'accord avec mon confrère qui a parlé de la diaspora, heureusement que je n'étais pas le premier à le dire. J'avais voulu le dire en toute humilité pour vous supplier de m'écouter pour que les gens changent de discours. La politique, c'est le discours. Et quand on n'organise pas bien le discours, ceux qui sont sur le terrain, il a dit, parfois on prend la diaspora comme celle qui est à l'extérieur et qui connaît mieux. Parce que vous êtes dans les pays les plus démocratisés. Et tout ce que vous dites ici, ça a une récupération, ça a une répercussion également. Donc il faut comprendre dans quel sens nous disons que la diaspora ne nous a pas beaucoup aidés dans la communication. Aujourd'hui, même quand on parle du boycott, je vous ai dit sur le terrain, nous ne connaissons pas ce terme. Ça vient de la diaspora et ce discours, on le relaie par certains qui ont leurs membres aujourd'hui qui sont à la diaspora. Mais la diaspora n'est pas mauvaise en soi. Mais dans son discours, il y a beaucoup de choses qui nous desserrent sur le terrain. C'est ce que moi j'ai voulu apporter comme chose. Et parfois, je vais aller loin dire que j'ai été déçu de certains membres de la diaspora. Parce que quand je suis rentré dans cette lutte, pour moi, c'était des gens qui pouvaient nous orienter. Mais à un moment donné, je vais vous dire, il y a des leaders ici que je connais. Je ne vais pas citer les noms. Qui ont beaucoup fait confiance à la diaspora, mais à un moment qui nous interdisait la collaboration avec la diaspora, alors que c'est la diaspora qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ont été désorientés. Excusez-moi. En 2017, je vous disais que le PNP, nous on préparait les élections, on avait un plan, une stratégie que je ne vais pas dévoiler ici. Mais le 19 août, s'il est venu, il est bienvenu. Mais désorienté également par une précipitation venue par une pression de la diaspora. Ça, c'est des faits. Nous allons parler du factuel. D'accord. Donc maintenant, si cette diaspora sait que nous avons des difficultés sur le terrain, il faut réorganiser le discours. D'accord. On va donner maintenant la parole à Varis Jossué. Varis Jossué, calmez-vous. Tout ce que dit, ou bien ce témoignage de Ricardo n'est pas contre vous, vous et moi. Donc, ne pensez pas qu'il n'est pas contre vous. Je ne prends pas ça comme une attaque contre moi. Non. Je ne suis pas la diaspora. Je suis un membre de la diaspora et je suis un membre qui intervient encore très peu dans les médias. Oui, donc c'est pas ça. Alors je prends appui sur ce qu'il a dit et je vais maintenant enchaîner avec ce qu'il vient de dire. Est-ce que la diaspora produit un discours? Est-ce que ce discours-là, on doit le prendre pour responsable de gens responsables de partis politiques sur le terrain? Est-ce que c'est le discours ou c'est la participation financière? Mais il faut savoir ce qu'on veut. Participation financière, c'est vrai qu'on dit toujours, oui, celui qui donne l'argent, il est maître des choix. Varis Jossué, je vous comprends. Je veux faire aussi un témoignage. Mais vous ne me laissez pas, allez-y, continuer. Alors, il y a cela, il y a un pléthore de partis qui ne s'entendent pas sur le terrain. Je parle du terrain. Et il y a une non-transparence des positions, des décisions qui se prennent entre les partis. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Bon, ok, on impute ça à la diaspora. Pour finir, vous voulez quoi de la diaspora? Vous voulez financement de la diaspora et silence de la diaspora? Vous voulez participation discursive de la diaspora et non-financement de la diaspora, ou les deux? On peut aussi conjuguer les deux, n'est-ce pas? Mais le problème, Monsieur Ricardo Agouzou, le problème fondamental dans la politique du Togo, c'est la récupération du pouvoir. Maintenant, si vous me parlez de les élections à venir, j'ai ma position. Et j'ai fait savoir cela à beaucoup de gens déjà.
On va y les revenir. non-participationnistes, comme on les appelle, ils peuvent ne pas y aller. Et les participationnistes, on peut les laisser y aller. On doit pouvoir les laisser y aller. Mais tous ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce que les non-participationnistes font au moment où les conditions des élections ne sont pas remplies, les conditions de légitimité de participation ne sont pas remplies? Qu'est-ce que les non-participations ils font pour aider les participationnistes? C'est à ce niveau-là que se pose le problème. Nous voulons y aller, mais nous avons besoin de vous. Nous ne voulons pas y aller, mais vous avez besoin de nous. Mais justement, Varis Sossué, c'est là où je peux rejoindre Ricardo. Attendez, je vous pose une question. C'est là où je rejoins Ricardo Aguzou et Serge Duvon. Au niveau de la diaspora, Radio Avolete est très présente sur beaucoup de forums. Les non-participationnistes font quand même un débat qui n'a pas de tête ni queue. Il tire à boulet rouge sur ceux qui veulent aller aux élections. Voilà la réalité des choses. Bon, à ce niveau-là, je ne peux pas les soutenir. Bon, moi, je c'est ce qui se fait, Varis Sossué. C'est ce qui se fait sur les forums. Écoutez-moi bien. Si vous voulez mon avis, alors écoutez mon avis. Attendez, Ricardo, attendez, laissez Varis, je vais vous donner la parole. Allez-y, encore 2 minutes. Je ne suis ni participationniste, ni non-participationniste. Je suis du côté du peuple et au niveau du peuple, nous devons tous nous unir. Un de nos frères a produit un discours. Beaucoup de gens ont produit le même discours que moi. Aidons-nous parce que nous avons un seul ennemi. Ciblons le seul ennemi que nous avons en face. OK? Et puis à partir de là, nous allons nous organiser. C'est le bon problème d'organisation. Un problème d'organisation. Maintenant, si on a des agendas post-électoral, etc., mais ça, c'est une autre affaire. Et ça, je ne peux pas prévoir ce que, ou bien, n'est-ce pas, oui, deviner ce qu'il y a dans les agendas des partis politiques. Mais en tout cas, on doit avancer dans ce débat. Participationnistes ou non participationnistes ont besoin les uns des autres, les uns les autres dans ce processus-là. Et c'est à ce niveau-là que nous devons pouvoir maximiser les chances de réussite. D'accord. OK. On doit avancer dans ce débat. On a encore une vingtaine de minutes avant de relancer Serge Duvon. Ricardo Aguzou, vous voulez réagir? Allez-y rapidement. Oui, il a bien dit que nous avons un problème de récupération de la victoire, mais je voudrais soulever la cause fondamentale. Pourquoi nous avons ce problème? C'est un problème de moyens financiers. Nous occultons le débat. C'est un problème de moyens financiers. Et je vais m'expliquer. Aussi. Non, allons d'abord sur le problème financier. Nous avons parlé ici des bureaux de vote. Si jusqu'à ce jour, l'opposition n'a pas pu laisser les membres dans les bureaux de vote, les délégués, c'est pour faute de moyens. Parce que quand vous faites la somme, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas gérer ces bureaux de vote. Je vais vous surprendre que lors de la campagne en 2020, je dans la COSA, dans le fief du régime, chez le chef de l'État, les gens m'envahissaient. Il y a des jours où je dois me cacher parce que je n'ai pas l'argent pour sortir pour la campagne. Mais les gens viennent remplir ma maison. C'est un exemple que je vous donne. Les délégués dans les bureaux de vote, j'avais l'incapacité d'aller déployer les gens qui sont dévoués, ne serait-ce que leur déplacement, le manger. C'était un problème. Et c'est la même chose partout. Aujourd'hui, moi, je me suis étonné que malgré tout ce que nous avons fait depuis 2017 pour se décider à aller aux élections en 2020, que des gens puissent recevoir 100 000 dans une préfecture pour une campagne. Mes amis, il faut qu'on soit sérieux. Et il faut reconnaître également que le pouvoir finance des gens pour voler dans les bureaux de vote. Nous aussi, nous pouvons contrecarrer ce vol en finançant des gens pour aller défendre nos urnes. Mais nous n'avons pas ces moyens. Résumons tout ceci aujourd'hui à travers les moyens. Je n'ai pas, en tout cas moi, encore vu l'opposition qui s'est bien préparée sur le côté financier pour affronter ce régime.
Le peu de moyens que j'ai eu, l'expérience que j'ai faite sur le terrain, j'ai compris que sans les moyens financiers, nous pouvons tout dire. Nous ne pourrons pas récupérer la victoire que tous les jours nous crions qu'on nous vole. On laisse trop le boulevard. D'accord, on doit continuer ce débat. Merci beaucoup Ricardo Agouzou en ligne depuis Kara au fin fond au nord du Togo. On va continuer ce débat, je le dis tantôt, maintenant avec Serge Duvon. Vous êtes aussi pour les élections, donc élections législatives, donc on ne doit pas boycotter ces élections. De quoi on parle, de revoir même les relations entre leaders. Vous savez que les tensions et illimité entre les leaders de l'opposition ont connu un tournant dramatique avec l'éclatement de la C14 en 2018, vous l'avez évoqué tantôt. Les incompréhensions nées du choix du porte-flambeau de la DMK, Dynamique Moissonnier Kodro en 2020, ont encore aggravé la désunion et les rivalités fratricides entre l'opposition. Alors actuellement, est-il encore possible de recoller les morceaux entre les principaux leaders de l'opposition togolaise pour parler d'une alliance électorale? Puisque si pour d'autres Togolais qui sont un petit peu pessimistes et qui comprennent maintenant la chose, ils disent que oui, même si vous voulez aller à ces élections, faites au moins une vraie avec un grand V, une vraie alliance électorale. Serge Duvon. Oui, Sylvain, je suis parfaitement d'accord par rapport à ton introduction. L'alliance ou la concertation entre les leaders politiques est encore possible. Mais ça doit commencer par la base, par les militants qui s'attaquent, qui s'insultent, qui s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux. Si au moins au niveau de la base, les gens arrivent à se comprendre, à se tolérer, à s'accepter, je pense que les leaders se comprendront entre eux. Deuxième point, si il y a les participationnistes qui sont sur le terrain et qui veulent aller demander aux populations de voter pour eux, il faudrait que le discours des non-participationnistes puisse les accompagner, comme le disait déjà M. Sossoy. Parce que, justement, j'ai entendu ici dans la diaspora des gens qui ont appelé sur les réseaux sociaux en disant que si dans un village ou dans une commune ou dans une ville, il y a des partis politiques de l'opposition qui se présentent pour demander n'est-ce pas, aux populations de voter pour eux, de les chasser. Comment est-ce qu'on peut tenir ce discours-là? Est-ce qu'on n'appelle pas à la violence? Comment est-ce que des gens viennent pour demander votre scrutin, pour pouvoir demander votre adhésion de principe par rapport à une idéologie politique et qu'on appelle les populations à les chasser? Ça, c'est grave. Maintenant, la question que vous m'avez posée, c'est très possible. On peut faire une alliance électorale, mais l'alliance électorale dans la vérité, dans la transparence. Monsieur Agouzou Richard, c'est Agouzou Richard, ou bien peut-être que j'ai mal prononcé, Ricardo, a dit quelque chose de très important. Le manque de moyens financiers. Nous ne manquons pas trop de moyens financiers. On pourra faire quelque chose. La preuve tangible, quand M. Zeus avait appelé en 2020 à ce que les partis politiques s'organisent autour d'un idéal pour pouvoir financer leurs représentants dans les bureaux de vote, on aurait pu faire ça, nous aurons eu, je dois dire, les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote, mais on n'avait pas fait ça. Donc, pour cette fois-ci, que ce soit la DMK ou bien la DMP, que ce soit l'ANC, que ce soit le FDA et autres là, on peut déjà au niveau de la diaspora commencer par les appeler autour d'une table afin que une discussion sereine, franche et véritable soit menée de telle sorte que nous puissions maximiser nos forces et mettre nos représentants dans les bureaux de vote. Il va sans dire que lorsque il y a un représentant du DMP dans un bureau de vote et qu'il y a quelqu'un de l'ANC là-bas, que les deux se coalisent et ainsi de suite. Si au niveau, par exemple, de Kara, l'ANC ne peut pas envoyer des représentants, si c'est le FDR qui est représenté là-bas, il faudrait que le FDR représente toute l'opposition et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aussi, il faudrait que sur le terrain, qu'il n'y ait pas de rivalité. Si par exemple, le FDR sait qu'au niveau de Kara, il ne peut pas remporter, il faudrait qu'on laisse un parti politique, par exemple l'ADI et autres, là, ou bien le PSR, qui peut valablement concurrencer le parti au pouvoir à Kara, on lui laisse le terrain et on va battre campagne pour eux, ainsi de suite. Et si on le faisait comme ça, je pense que nous pourrons arriver à quelque chose. Maintenant, mon dernier point. C'est en cela qu'on parle de réconciliation entre leaders. Voilà, maintenant, oui. Mon dernier point avant de fermer cette parenthèse est que lorsque nous appelons les gens à ne pas aller se recenser,
à ne pas aller s'inscrire sur la liste électorale, ça, c'est un acte de faveur. Comprenez que si, par exemple, dans un bureau de vote, il y a 1000 votants, il y a 1000 inscrits, d'accord, il y a 1000 inscrits, et que le jour du vote, il y a seulement 200 votants, comprenez que le pouvoir compense ce vide-là en disant tel nombre a voté. Mais lorsque tout le monde est appelé à aller voter et que nous nous déplaçons en masse pour aller voter et compenser tout, le pouvoir ne peut plus avoir de marge de manœuvre pour pouvoir voler les élections. Et le fait de défendre aussi et de suivre les résultats de bout en bout jusqu'à la fin, diriger, suivre les urnes comme cela a été fait à Cotonou l'autre fois, n'est-ce pas? Je pense que c'était le 9 janvier. J'ai vu à Cotonou, j'étais à Cotonou, j'ai vu comment ça s'est passé. Les gens ont suivi les urnes des bureaux de vote jusqu'à la CENI. Et c'est comme ça que j'appelle aussi nos populations à faire. Je pense que lorsque nous serons organisés comme cela, il sera très difficile au pouvoir en place de nous voler encore. Il peut voler, mais pas comme il vole toujours. D'accord. On va relancer maintenant Ricardo Agouzou depuis Kara. Ricardo Agouzou, quand on parle de coalition ou d'alliance électorale, on va parler sans langue de bois sur Radio Afro-L'été. Hein? C'est un sujet tabou, mais on va essayer parce que ça divise beaucoup, ça fâche également. C'est que certains grands partis et politiques de l'opposition se sont souvent plaints de subir la dictature ou la loi des petits partis qui appellent à l'union. Mais une fois en coalition, cherchent à redistribuer les cartes. Et ces grands partis se plaignent également du manque de travail de ces petits partis politiques de l'opposition qui n'ont aucune assise au plan national, mais cherchent tout simplement à profiter ou à abuser des efforts réalisés par d'autres partis ou bien par ces grands partis politiques-là. Excusez-nous, quand on parle de petits partis, ce n'est pas qu'on insulte, ce n'est pas qu'on dénigre. Même ici en France, en Suisse, il y a aussi des petits partis politiques. Alors, Ricardo Agouzou, dans cette condition-là, dans cette situation, que fait concrètement pour arriver à une vraie alliance électorale? Je vais vous surprendre, Amos. Alliance électorale, pas pour l'instant au Togo. Les frustrations sont grandes. Moi, j'ai la chance de faire le tour chez les leaders. Et quand vous allez avec... Là vous parlez de langue de bois. Oui, vous allez vers les leaders. Si vous avez 1 heure du temps, les 55 minutes sont consacrées à parler de notre leader. Les gens sont frustrés. Et quand on parle d'alliance électorale, ce n'est pas sur la base de la frustration. D'abord, il faut voir comment nos partis politiques sont créés. C'est sur la base de frustration des partis mères. Je suis avec vous, ça ne va pas, j'ai créé mon parti. Et l'autre est avec moi, j'ai créé mon parti, ça ne va pas, il a créé son parti. Mais avec ces personnes, vous ne pouvez pas parler de l'harmonie. Et puis vous parlez des partis politiques, vous vous excusez, en réalité, vous n'avez pas tort. Il y a des gens qui ont créé les partis, vous ne les avez jamais vus faire un meeting sur un terrain, aucune réunion politique. Le parti ne se résume qu'au président du parti et peut-être un secrétaire général quelque part. Et quand les élections arrivent, on se retrouve pour faire l'alliance électorale. C'est normal que ceux qui sont sur le terrain, qui font des meetings tous les jours, pour faire un meeting, c'est au-delà de 300, 500 000 ici, Et donc, quand vous multipliez comme ça, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et à une élection, on vous dit qu'un parti qui n'a absolument rien fait, qui n'a que son président, venir composer avec vous, vous aussi, vos militants attendent, faire le travail et à la fin, être à des positions pour être reconnus politiquement. Vous voyez, tout ceci-là, il faut faire table rase pour savoir que ce que nous cherchons, c'est la fin du système. Si c'est les positions que nous cherchons dans ce pays, nous n'arriverons jamais à faire une alliance électorale. Et d'ailleurs, une alliance électorale, c'est au niveau de la présidentielle que cela devrait bien se ressentir. Donc, Ricardo Agouzou, ça crée encore pour les élections législatives. Si on ne peut pas faire une vraie alliance électorale, donc c'est déjà mort. Mais écoutez que... Est-ce que vous y travaillez? Non, mais on travaille sur le terrain, mais vous l'avez très bien dit, qu'il y a des petits partis qui ne font pas le travail, c'est ça aussi qui frustre. Et puis d'autres partis qui piquent la grosse tête, et sans savoir que exactement c'est là où nous allons. C'est ça aussi le problème, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus ce que nous cherchons. On n'a pas d'objectif qu'on se fixe. Lutter dans un régime dictatorial ne voudrait pas dire que chacun aille chercher pour au moins avoir un poste et à la fin du mois gagner quelque chose. Si nous sommes dans cette logique, nous n'irons absolument nulle part. Maintenant, ce que je vais vous dire,
il y a des zones où aujourd'hui, nous avons l'opposition qui domine et vous allez voir sur plus de 10 conseillers municipaux, il n'y a qu'un qui est d'unir. Dans cette base, par exemple, vous savez déjà que si vous avez 2-3 députés qui s'alignent, ils seront arrachés. Mais il faut qu'on compose comme ça pour calculer et voir quelle minorité de blocage nous aurons à l'Assemblée nationale pour avancer. Que de rester pour dire aux gens, bon, tu as pris ici, nous t'avons laissé ici, il faut nous laisser. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, à Boka, celui qui est reconnu dans UNIR exceptionnellement, a été, ça dit qu'on l'a gracié le poste de maire aujourd'hui chez lui. Parce qu'à un moment donné, les partis d'opposition ne s'entendaient pas et UNIR était mieux. Vous les prenez sérieux, ces partis politiques? C'est un peu dommage quand on parle d'alliance électorale au Togo parce qu'on ne sait pas en réalité ce que nous cherchons. Pour moi, alliance si possible. On ne force rien. Si les gens peuvent aller, qu'ils se dotent des moyens pour aller à une élection. Et moi, je suis très sûr que sur le terrain, le régime est déjà vomi. Il faut s'organiser juste pour aller à cette élection et nous aurons la majorité que nous voulons. On va voir si Serge Djouvon est d'accord avec vous. Et comme je l'ai dit tantôt, hein, pour certains Togolais qui ne se voient plus dans les élections au Togo, mais quand on les sensibilise, ils disent oui. Alors, si vous voulez y aller, allez quand même avec une alliance et une vraie alliance. Alors, Serge Djouvon, je l'ai dit tantôt, hein, il y a quelques minutes, je l'ai dit que ce sujet fâche, mais on va quand même le dire. Quand on parle de petits partis, excusez-nous, je le dis encore humblement, tout humblement, hein, ne vous fâchez pas, sympathisants ou partisans de petits partis, je ne sais quoi dire. On se connaît, hein. Après cette émission, il va y avoir encore des invectives, il va y avoir ça, on est vacciné pour ça. Alors Serge Djouvon, est-ce normal hein, que des petits partis de l'opposition, quand on parle d'alliance, hein, est-ce normal que des petits partis de l'opposition qui réclament à juste titre la formation d'une grande coalition de l'opposition cherchent coûte que coûte à imposer leur point de vue à ceux qui ont consenti d'importants efforts sur le terrain en matière de campagne, de sensibilisation et de création de sections? Comment y arriver vraiment à cette alliance électorale? Nous avons besoin d'un plus petit que soi. Les petits partis dont on parle ont aussi leur place et leur rôle à jouer. Tout à fait. Et donc, lorsque nous commençons donc les grands partis aussi doivent comprendre que nous avons aussi besoin des petits partis. Nous avons besoin aussi des petits partis, d'accord, pour pouvoir faire une grande coalition. Vous comprenez? Lorsque nous allons commencer par la discrimination, disant que ce parti est un grand parti, ce parti est un petit parti, déjà, le clivage se crée, le hiatus se crée encore de nouveau. Nous devons accepter au sein, n'est-ce pas, de l'opposition, tout le monde, ceux qui partagent notre vision. Comprenons aussi, lorsque M. Agozou disait tout de suite que l'union électorale ou bien la coalition électorale, ça ne peut pas se passer, moi je ne partage pas totalement son avis. En tout cas, aujourd'hui, la réalité que nous avons sur le terrain, c'est qu'il y a eu de la frustration, c'est vrai. Et pour pouvoir arriver à terre cette hache de guerre, donc pour vous, une alliance électorale est impérative? Je ne peux pas dire que c'est un impératif, mais je dis que c'est aussi nécessaire. C'est aussi réel que l'eau que nous buvons. Si aujourd'hui, chaque parti de l'opposition veut encore aller en campagne pour pouvoir parler de lui, le régime nous battra. Si nous irons, si nous allons encore sur le champ de bataille pour pouvoir discriminer l'autre, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, c'est nous-mêmes qui causons encore notre propre tombe. Donc l'alliance électorale dont moi je parle, c'est au prime abord faire une table ronde. D'accord. De tous les partis politiques. Avant de continuer, Serge Djouvon, on parle sans langue de bois. Hein? Un auditrice ou bien un auditeur, je ne me rappelle pas, après une émission en Mina m'a dit, Sylvain Amos, je pense que vous avez fait une Lexus, il m'a dit, en tout cas au Togo, moi je ne pense pas qu'il y a encore de grands partis politiques après l'élection présidentielle de 2020. Non, ça c'est faux. D'accord. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Même UNIR qui se dit aujourd'hui parti majoritaire est tellement minoritaire. Je pense que lorsque aujourd'hui on laisse tout ce qu'on appelle le state apparatus, hein, la banque, les militaires, tout ça, on demande aux populations de s'aligner derrière le président de la République, Faure Gnassingbé, et un représentant de l'opposition. Je vous dis que quand on prend 100 personnes, au moins 80 personnes vont s'aligner derrière le représentant de l'opposition. Parce que justement, on sait ce que Faure Gnassingbé fait pour nous. OK? Aujourd'hui, les partis de l'opposition ont encore
n'est-ce pas, du poids au Togo. Laissons ces discours de discrimination, d'insultes et autres là. C'est faux. Les partis politiques jouent encore leur rôle. Et ceux qui crient, ceux qui nous demandent de laisser tomber les partis politiques et qu'on aille sur le terrain pour faire nous-mêmes, on ne peut rien faire sans nos partis politiques. Ça, il faudrait le comprendre. Et donc, j'en étais à dire que il faudrait une table ronde. On va s'asseoir autour de cette table pour pouvoir discuter de façon franche. Moi, j'ai proposé, Monsieur Agouzou n'est pas d'accord avec moi, mais pour pouvoir arriver à coaliser et à fédérer nos forces, il faut laisser aussi de la place aux petits partis dont nous parlons, entre griffes. Il faut aussi les rassurer que lorsque nous aurons le gâteau, ils auront aussi leur part. Parce que chacun aura à contribuer. C'est ce pourquoi je dis et je le répète, nous avons besoin d'un plus petit que soi. On ne saura les écarter du circuit d'ensemble. Quand nous le faisons, c'est de la discrimination pure. Donc, Serge Djouvon, vous vous adressez directement, vous adressez directement aux leaders de l'opposition. Bien entendu, et aux populations qui tiennent des discours de division. Aux internautes qui tiennent des discours de division. À ceux-là qui pensent que ils ont la science infuse et que c'est à eux, n'est-ce pas, de dicter aux partis politiques ce qu'ils doivent faire. Moi, je dis que, à mon avis simple et à mon humble avis, ce que nous aurons à faire aujourd'hui, c'est d'appeler tout le monde à une discussion franche avant d'aller à ces élections-là. Mais si nous voulons encore aller à ces élections de façon divisée, pour que chacun puisse prêcher dans sa chapelle, on reviendra encore bredouille. D'accord. Donc, la coalition, l'uniformité, l'acceptation de l'autre, le discours uniforme que nous aurons à tenir, c'est de tenir ce discours-là contre le parti au pouvoir. Ceux-là qui nous écrasent, ceux-là qui nous oppriment. Voilà. Il y a quelques jours, sur une chaîne, justement au Togo, on nous disait que l'union de l'opposition affaiblit plutôt cette opposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne parle pas de l'union de l'opposition, parce que l'union de l'opposition a toujours affaibli l'opposition. Mais l'unicité d'action, oui. L'acceptation de l'autre pour pouvoir aller sur le fond de façon unanime et unitaire, oui. Mais l'union de l'opposition, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on fait l'union de l'opposition, il y a des partis qui sont obligés de se fédérer à l'union. C'est ça qui nous bloque. D'accord. Chaque parti sera autonome, mais nous aurons une feuille de route à accepter et à suivre. Point final. D'accord. On va conclure ce débat citoyen sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, Varus Josué. Vous avez suivi Ricardo Agouzou, Serge Djouvon. Opposition divisée, société civile divisée, diaspora divisée, peuple embrouillé. Comment arriver à une alliance électorale si nous voulons concrètement aller à ces élections législatives? Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen, Varus Josué? Écoutez, tout le monde est divisé en démocratie, hein. Mais tout le monde doit pouvoir trouver le lien d'action conjuguée, l'unicité d'action dont on parle. Mais ça, c'est déjà passé dans les grandes démocraties, enfin, en guillemets, grandes démocraties qui s'effritent aujourd'hui. On sait ce qui s'était passé avec Chirac et quel parti encore en 2002, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, il faut s'allier, il faut faire alliance. Alors, parler de non, d'incongruité d'alliance électorale aujourd'hui, comme l'avait dit Ricardo Agouzou, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire, ayons ça comme vision et travaillons pour cela. Parce que c'est seulement cela qui peut nous sauver. Nous avons un seul ennemi sur le terrain. Nous devons aller prendre nos places à l'Assemblée nationale, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Allions-nous, faisons l'alliance et puis, oui, nous allons gagner. Donc, il y a encore ce problème de division, de groupes, de mouvements, de partis, etc., société civile, etc., au Togo. Soyons vigilants à ne pas nous laisser divertir, à ne pas nous laisser, n'est-ce pas, oui, détourner de nos objectifs. Pour moi, c'est ça l'essentiel.
Nous devons savoir aujourd'hui que, ben oui, nous devons y aller. Et ceux qui veulent y aller, ok, ils y vont, mais nous devons les soutenir. Par quelque action que ce soit. Mais ceux qui ne veulent pas y aller, mais ils doivent savoir qu'ils ont aussi une action à mener. Et non pas dire aux gens, Valérie Sossué, parlons sans langue de bois. Vous savez que Radio à volonté, hein, nous avons une ligne éditoriale qui émane du peuple togolais. À volonté veut dire le combat continue. Vous êtes dans ce groupe média à volonté. Et nous sommes très écoutés aussi au niveau de la diaspora. On nous fait confiance en matière de communication. Absolument. Alors, sans langue de bois, ceux qui ne veulent pas parler d'élections au Togo, vous avez dit, oui, on ne doit pas aussi les accuser. Alors, que doivent-ils faire concrètement? Ricardo Agouzou parle de financement, on n'a pas les moyens. Que doivent-ils faire concrètement selon vous? Vous voulez demander à ceux-là de financer? Je pense que le financement posera plus de problèmes que l'action. Qu'une action sur le terrain. On a besoin d'argent. Voilà ma vision. Amos, je suis très, très franc. Financement, je pense que ça posera problème. Attendez. Ça posera plus de problèmes. On parle sans langue de bois. Puisque des gens vont dire, attendez. Ça posera plus de problèmes. Attendez. On nous dira, allez, on vous laisse faire. Donc, il ne faut pas bouger. Après, ils vont dire, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Alors que Ricardo Agouzou parle de financement, de surveiller... Ricardo Agouzou parle de financement. Mais je vous dis ouvertement que ce serait difficile de trouver. Et si vous en trouvez, c'est bon, tant mieux. Mais ce que vous pouvez travailler avec eux, c'est la présence sur le terrain. Ça, c'est quand même quelque chose de faisable. OK? Moi, c'est ce que j'ai en vue. Et être prêt lorsque les vols se perpétueront encore là, et que vous puissiez, les non-participationnistes, agir aussi pour le bien de toute l'opposition. Voilà ce que moi j'ai en vue. Maintenant, est-ce que c'est idéal? C'est juste un rêve, etc. Ce n'est pas plus un rêve que financer. N'est-ce pas? Voilà ce que je pense. En tout cas, mais on n'est pas contre. C'est déjà une idée d'union. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, merci beaucoup, Valérie Sossué, universitaire et président de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Merci d'avoir participé à ce grand débat citoyen. On relance maintenant Ricardo Agouzou depuis Kara. Vous avez suivi Valérie Sossué pour son mot de fin. Vous avez parlé entre-temps de financement, puisque sans financement, on ne peut pas avoir des Togolais pour surveiller les bureaux de vote. Donc, c'est compliqué. Vous l'avez dit. Donc, pour conclure, je vais vous poser une question. Vous allez profiter pour en même temps conclure ce débat. L'opposition parle souvent de minorité de blocage. Est-ce que cela suffit-il pour convaincre les Togolais qui ne croient plus aux élections? C'est la question qui reste à poser également. Alors, comment redonner cette confiance au peuple togolais de croire maintenant à ces élections? Ricardo Agouzou, que direz-vous pour conclure ce débat? Ah oui, mais il faut reconnaître qu'on ne va pas seulement se cantonner sur ce mot minorité de blocage. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une dictature, on ne doit pas laisser le terrain libre aux dictateurs. On ne doit pas laisser certaines parcelles aux dictateurs, parce que dès que vous laissez un champ libre, le dictateur, il s'élargit, il est expansible, c'est comme de l'air, c'est comme un gaz. Alors, il faut toujours le déculotter un peu partout sur le terrain. Maintenant, dans les institutions, vous êtes absent au Parlement, vous êtes absent dans les préfectures, vous êtes absent à supposer que tout le monde avait accepté à faire le boycott, vous êtes absent dans les mairies. Vous voyez tout ceci, et là, vous allez vous dire que vous êtes en train de mener une lutte contre la dictature. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas aussi vrai. Donc, il faut comprendre que c'est une question d'être là où on décide de vous. Quand le pouvoir est quelque part, il décide de vous, il faut y être. C'est pourquoi j'ai voulu revenir sur la question du CNAP, où
tous les acteurs politiques de la DMK ont refusé. Mais tout ce qui a été décidé aujourd'hui, ils vont aux élections, ils vont subir. Là où on décide du citoyen, un leader d'opinion, un responsable qui veut animer la vie politique doit être là-bas. Sa voix doit compter. Maintenant, sur la question des minorités de blocage, il faut voir là où le régime est en train d'aller. En 2002, nous avons boycotté, ils ont changé la constitution. En 2018, nous avons boycotté, ils ont taillé sur mesure la constitution. En 2023, c'est un enjeu majeur. Nous voyons déjà les idées de ce régime de modifier la constitution pour permettre au chef de l'État de briguer encore un mandat ou bien de participer aux élections en 2030. Parce que là, on nous dit qu'il faut modeler toutes les élections, les ramener en une seule élection couplée. Ça voudrait dire que la constitution sera revue. Et donc, c'est le compteur à zéro. Quand vous êtes avec un adversaire, vous voyez la façon dont il danse. Il faut rapidement contrecarrer. Il faut anticiper. Donc, tout ceci, les gens doivent le savoir. Mais ce que je voulais dire à mon confrère pour le rassurer, les alliances électorales, nous ne les refusons pas. Ah, mais oui, ça c'est l'idéal. Mais je dis ce qui est réel sur le terrain. Vous voyez, au niveau de la CNAP, les acteurs de l'opposition sont allés avec 22 points, répartis en 3 rubriques. Le cadre électoral, l'environnement socio-économique, c'est-à-dire la vie chère et consort, et l'apaisement politique. Mais dans les discussions, ils sont allés à 52 points. Il y avait une ouverture et chacun a apporté ses points. La CNAP devait faire 6 mois de discussion. C'est le seul point concernant la CENI qui a fait objet de débat pendant les 6 mois. Et c'est quoi? C'est l'opposition qui se tiraillait sur le nombre des membres de la CENI. Parce que l'opposition demande au pouvoir de faire 8-8. Mais pour un parti, dans l'opposition, si vous avez 8, moi seul, je prends 3. Et c'est autour de cette table, cette division a commencé jusqu'à... Quand les gens sont dans un jeu de calcul d'intérêt, vous allez nous dire à quelques mois des élections, il faut accepter que les alliances sont possibles. Ce n'est pas aussi vrai. Mais nous sommes d'accord que si la volonté politique y est pour aller aux alliances, ça serait très bien. Mais ce que moi je veux dire, déjà le débat, il doit être clos. Les élections, l'opposition doit participer. Il faut que l'opposition qui a déjà raté son organisation commence par s'organiser. Il faut que les partis politiques soient objectifs et savoir leur terrain d'influence. Ricardo Agozo, sans langue de bois, que dites-vous sans l'appui, hein, sans l'appui, hein, sans l'appui. L'appui, hein, je l'ai répété 2 fois, financier, des Togolais justement qui ne veulent pas aller aux élections. Vous pensez vraiment qu'on peut y arriver? Non, mais je voulais chuter sur cette dernière question d'appui, surtout financier. Moi, je suis persuadé, je continue par dire que notre faiblesse, c'est sur la question des finances. Parce que je sais ce qu'il y a sur le terrain. Si les gens veulent occulter le débat ou ne veulent pas être clairs, moi je le dirai. Donnez-moi 5 millions au moins ou au plus 10 millions dans cette cause-là, je vais vous arracher un siège. Ça, je vous le garantis. On ne peut pas dire qu'on est dans le fief du régime, on va toujours fuir. Le problème que nous avons ici, c'est parce que nous n'avons pas les moyens. C'est un exemple que je vous donne. Je pense que 10 millions, c'est quand même peu aussi, hein, franchement. Mais moi je vous dis que j'ai au moins 5 millions dans la causa, j'aurai un siège. Ça, je vous le dis. Je sais ce qui est sur le terrain. Mais nous faisons comme de la blague. L'essentiel, c'est les finances. C'est ça qui a tué l'opposition en 2020. Je vous dis la vérité. L'opposition a tout fanfaronné, mais à la dernière minute, les gens avaient l'incapacité de faire des meetings. Je donne mon exemple. Je donne des exemples dans les autres villes où aujourd'hui, en 2020, la DMK n'a pas pu payer les délégués. C'est un problème que nous avons sur le terrain actuellement à résoudre. Hein? Nous n'avons pas payé les délégués. Il a fallu que nous allions sur le terrain pour expliquer aux gens le problème que nous avons, ce qui a conduit le candidat à fuir le pays. Mais ce n'est pas un argument, Amos. C'est un problème financier. Soyez sérieux. Je le dis, 5 millions au moins dans la causa, je vous arrache un siège. C'est la même chose dans la Bina. C'est la même chose à Assoli. Accompagnez les gens et vous verrez si le régime continue par affronter l'opposition, c'est parce que le régime sait que nous n'avons absolument rien. Vous allez voir des leaders sur des motos aller faire la campagne. Mais quand même, la politique, il faut soigner l'apparence. La politique, il faut convaincre l'autre que si vous me donnez le pouvoir, je peux le faire. Mais quand on vous voit dans une situation déplorable, mais qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Généralement, on dit dans notre vernaculaire ou bien dans la langue, dans le dialecte, dans nos dialectes, mais toi, à te voir, c'est peut-être pour aller chercher le pain et renflouer ton ventre. Parce que à te voir, c'est l'argent que tu cherches. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr, on dit souvent dans un proverbe, hein, quand vous voulez donner le chapeau à quelqu'un, il regarde dans votre tête ce que vous avez porté.
Mais c'est comme ça. Vous n'allez pas voir les gens transpirer avec les tapettes, aller pour faire un meeting, vous allez penser que ces gens-là, on va leur donner le pouvoir pour gérer. C'est ça une opposition. Elle doit être consciente de sa faiblesse et chercher la solution de sa faiblesse que de sortir et puis dire de n'importe quoi le régime est plus fort que nous, les jeux sont déjà bipés. Quelle est la cause? C'est les finances. Moi, j'ai fini comme ça pour vous dire qu'il faut qu'on soit sincère. Les délégués dans les bureaux de vote, il faut les armer. Il faut leur donner les moyens qu'il faut pour défendre les urnes. En 2020, on nous a coupé la connexion, les appels téléphoniques quand on faisait la compilation directe. Une opposition normale devrait déjà commencer par réfléchir sur comment contourner pour pouvoir empêcher qu'on vous coupe l'Internet ou qu'on vous coupe les appels téléphoniques et faire votre compilation. Mais on va rester en 2023 après les législatives. Lorsque nous serons là à compiler les résultats, ils vont encore couper nos numéros. Et ils vont faire la proclamation. Pourquoi nous ne nous corrigeons pas à travers nos erreurs et à travers les voies que le pouvoir utilise pour nous voler les élections? On n'est pas organisé à Mons. Voilà ce que je pourrais dire. Ricardo, je vous donne encore une minute. Vous qui croyez aux élections, on parle également de révolution et de révolution électorale. Oui, quand je parle des moyens, c'est pour vous dire que lorsque vous gagnez les élections, ou lorsque vous allez à une élection, vous préparez l'avant, pendant et après. C'est pour dire qu'après les élections, si vous êtes sûr, vous avez réuni les moyens, ceux qui vous suivent, s'ils sont très bien entretenus et ils sont derrière vous, ils déclenchent une révolution. C'est tout. C'est tout ce que j'ai résumé en parlant des moyens. Quand vous sortez à une élection et les gens sont déjà frustrés, les gens sont allés dans le bureau de vote, difficilement ils ont mangé. Vous amenez quelqu'un qui parcourt 20 km, il marche la nuit, rentre chez lui. Le lendemain, tu l'appelles de venir réclamer ta victoire. Amos, il faut qu'on soit sincère. Voilà le problème de l'opposition. Ça se résume là. Et nous avons tout tenté et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons prendre pour solidifier le travail sur le terrain, c'est de doter l'opposition des moyens pour pouvoir affronter ce régime. Le régime, c'est qu'on n'a rien. Il suffit d'amener le riz et puis 100 francs, 1000 francs pour acheter les gens dans les urnes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Ricardo Aguzo. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal de la commune du Kosa 1. Vous êtes élu sur la liste indépendante de Kosa Espoir. On va conclure également avec Serge Duvon, qui a beaucoup patienté et il vous a suivi. Alors, Serge Duvon, oui, le débat, Ricardo Aguzo l'a dit, nous devons mettre fin à ce débat, à ce vieux débat, participer ou ne pas participer à ces élections, parce que ça démobilise ceux qui veulent faire la révolution, doivent aussi faire ces efforts-là. Et également, on vient de dire que oui, sans soutien également de ceux qui ne veulent pas aller aux élections, on ne fera rien. C'est ce qui est d'ailleurs vrai d'ailleurs. Hein. Alors, Serge Duvon, que direz-vous pour conclure ce débat? On l'a dit tantôt, une opposition, on va répéter, hein, ça c'est vrai, une opposition divisée, société civile divisée, peuple togolais embrouillé, diaspora divisée et embrouillée également. Comment arriver à cette alliance électorale pour que l'opposition remporte ces élections législatives? Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen sur Radio Avouleté? Voilà, pour conclure, d'abord je vais revenir par rapport à M. Aguzo. Je partage 90% de son intervention, de ce qu'il vient de dire, mais seulement les moyens financiers ne peuvent pas suffire. Il faut aussi une communication véritable. Il avait souligné un point, quand les notes seront sur le terrain, il faudrait que nous expliquions aux populations le pourquoi du comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'allez pas voter, voici ce que nous allons perdre, voici ce que nous allons perdre, voici ce que nous allons perdre. Voici ce que nous avions perdu en 2002. Ça veut dire qu'il faut faire une analyse approfondie et parler aux populations. Ça, c'est un. Deux, nous oublions les méthodes de communication pour pouvoir toucher les populations. Aujourd'hui, la communication ou bien la méthode de communication qu'utilise le régime, c'est le bullet theory, comme tu le sais. Et quand les gens s'approchent des populations, ils leur parlent, ah, c'est ça, ah donc les opposants nous trompent, ceci, cela. Il faudrait que l'opposition aussi s'acharne, n'est-ce pas, à pouvoir démontrer le contraire de ce qu'on avait déjà dit aux populations. En dernier lieu, moi, je vais convier, une fois de plus, M. Aguzo, n'est-ce pas,
à s'approcher encore, il est sur le terrain, à s'approcher encore des leaders politiques. Bien que des gens, n'est-ce pas, aient bon, disons, ils ont une ligne déjà tranchée. Je pense que il est encore possible de rapprocher les gens. Il est encore possible de tenir un discours fédérateur. On ne peut pas aller à ces élections-là de façon divisée. Et je vous en conjure, vous qui êtes les politiques, vous qui voulez aller aux élections, faites le nécessaire pour pouvoir vous approcher les uns des autres, pour tenir un même discours, pour tenir un discours qui puisse voilà, donner confiance aux populations déjà désabusées. Ça, c'est un. Je vais me retourner vers M. Sossoé. Je le remercie tendrement par rapport à son intervention. J'ai remarqué plutôt qu'il a tenu un discours du juste milieu. Je pense qu'il a peur, il ne voulait pas dire quelque chose pour que les gens se retournent contre lui. Moi, je pense que si tu fais ça, ou bien si vous faites ça, non, vous n'êtes pas véridique avec vous-même, M. Sossoé. Dites ce que vous pensez. Vous avez été trop scientifique dans votre raisonnement. C'est vrai, le raisonnement, ça doit être scientifique, c'est tout ce qu'on nous a appris à l'école, mais il y a aussi la réalité du terrain, d'accord, qui doit conduire au-dessus de notre raisonnement, nos démarches, notre vision. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait revoir la communication, il faudrait demander à nos frères et ceux qui sont sur les réseaux sociaux de taire leurs dissensions, parce que le hiatus se crée chaque jour. Il faudrait que nous arrivions à leur demander de taire toutes ces dissensions pour que nous puissions fédérer nos forces. Justement, Serge, en parlant de réseaux sociaux, moi je vois sur une plateforme 700 et quelques membres ou participants, mais généralement, j'ai fait des enquêtes, il n'y a que peut-être 25 personnes, mais 15 personnes qui animent le débat. Donc il y a une grande majorité silencieuse. Donc je ne pense pas qu'on doit se fier aux réseaux sociaux des Togolais. Ça c'est un petit conseil. Je ne pense pas que je dis vrai, mais moi par exemple, je ne peux pas me laisser influencer sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes quand même matures. Nous devons comprendre les choses. Ne donnons pas d'importance quand même. Nous sommes de la diaspora. On dit que les gens, regarde, on l'a dit. Donc ceux qui sont de la diaspora, on nous considère entre guillemets comme les plus intelligents ou quoi. Donc montrons quand même cette intelligence à nos frères qui sont restés au Togo en se comportant d'une manière correcte, en utilisant à bon escient les réseaux sociaux. Donc on nous dit qu'on est infiltré. On ne sait pas si, comme on est infiltré, les gens le font sciemment. Donc disons-nous que les réseaux sociaux, on doit l'utiliser à bon escient. Si quelqu'un fait un petit peu de la pagaille, oublions-le. Donc je pense que tu dois comprendre cela. Ne tombons pas dans le jeu des réseaux sociaux, Serge Duvon. Oui, je vous comprends, cher confrère. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait être réaliste. Quand il y a des gens qui sont là, qui communiquent et qui partagent, quand le partage atteint un niveau donné, les populations ne sont pas éduquées à réfléchir. Là, je vous comprends. Je ne coupe pas. Si vous voulez vous adresser, entre guillemets, aux leaders d'opinion, ça c'est clair. Il y a des leaders d'opinion qui font du bon travail. Il y en a, oui, qui abusent. Si vous voulez parler aux leaders d'opinion, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Non, ce n'est pas seulement les leaders d'opinion qui animent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous allez sur les plateformes, il y a des plateformes pro-ANC, pro-UNI, pro-DMK, ceci, cela. Et quand vous allez sur les plateformes de la DMK, on ne fait qu'insulter les gens de l'ANC. Quand vous allez sur les plateformes de l'ANC, on ne fait qu'insulter les gens de la DMK. Quand vous allez sur les plateformes de UNI, et ils n'insultent personne, ils pensent à comment voler les élections. Vous voyez? Donc, au niveau de l'opposition, il faudrait que nos membres, qui sont membres, n'est-ce pas, des plateformes, puissent taire ces dissensions-là. Parce que, justement, lorsque nous parlons, lorsque nous voulons communiquer, on est à la maison. Il y a nos enfants qui nous écoutent. Il y a les vieilles qui sont là, qui nous écoutent. Les gens qui voient nos réactions. Vous voyez? Donc, ceux-là, quand vous leur dites, ne votez pas pour tel parce que tel est un voleur, ils ne vont pas chercher à fouiller, à faire un recoupement d'informations. Non, ils n'ont pas cette capacité de réflexion. Pour eux, ils sont comme des varans. C'est ce qui leur tombe dans la tête qu'ils acceptent. Vous voyez? Donc, il faudrait que nous arrivions à couper ce schéma-là. C'est ce que j'appelle le bullet theory. C'est ce que le régime utilise. Le régime infiltre l'opposition, envoie des communications, attend un retour. Ça a atteint,
voilà, les réactions des populations. Les populations sont désabusées. Ah, on peut pas aller aux élections. Le régime fait ci, le régime fait ça. Et pourtant, c'est les mêmes du régime qui font la même chose. Donc, si nous voulons aussi faire, voilà, rentrer dans le même chemin que ceux-là, nous allons démobiliser les populations. Merci. Donc, c'est pourquoi je dis que sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'on ait une autre stratégie pour pouvoir mieux communiquer et rappeler tout le monde voilà, à la compréhension, à l'acceptation de l'autre, c'est tout. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Serge Djouvon, d'avoir participé à ce grand débat citoyen sur Canal K, sur Radio Avouleté. Je l'ai dit tantôt, vous êtes des journalistes et citoyens engagés. Merci à vous également qui nous avez suivis sur Canal K, sur Radio Avouleté. Nous allons répéter face à cette situation, face au cas togolais. On nous rappelle encore cette citation de Feu Thomas Sankara qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, il a bien choisi les mots. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie. Je répète, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître, je répète, d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara renchirait en disant: seule la lutte, je répète, seule la lutte libère. Radio Avouleté. La voix de la résistance africaine. Eh bien voilà, mes auditrices, auditeurs de Canal K de Radio Avouleté. Pour finir en toute résistance cette émission, nous vous proposons d'écouter cette chanson remix intitulée En aucun cas de l'artiste Yaoja. Ceci est une réalisation de la plateforme de résistance Pyramide. Bon week-end en toute résistance. Novio Avouleté. Kokule Tetinta Keleketanye.